Qui étaient les leaders de la mystérieuse culture argare et quel a été leur impact sur l'histoire de l'Ibérie durant l'âge du bronze? Plus de 4000 ans, dans les monts du sud-est de la péninsule ibérique, une civilisation qui se démarquait par son organisation et son autorité a vu le jour, différenciant nettement sa présence de celle de ses contemporains. La société de la culture d'Argare, marquée par une forte hiérarchie et des constructions monumentales, ainsi que des pratiques sophistiquées, continue de captiver l'attention des chercheurs et nous incite à découvrir son patrimoine et les raisons de sa disparition. La révélation de la culture argare a constitué une avancée majeure dans l'archéologie de la péninsule ibérique, dévoilant une civilisation qui avait déposé son héritage enfoui sous les siècles de poussière. L'exploration de la civilisation argarique a débuté à la fin du XIXe siècle, lorsque les ingénieurs belges Henri et Louis Siret ont entrepris un périple dans le sud-est espagnol et ont commencé à scruter minutieusement 10 sites liés aux argaires. Non seulement leur recherche a révélé les traces d'une société sophistiquée et stratifiée, mais elle a aussi établi une norme pour la publication méthodique des découvertes archéologiques. Parmi les réussites les plus exceptionnelles, des Siret, on compte l'excavation du site d'El Argar, situé à Antas, Almeria, qui contenait plus de 1000 sépultures. Cette trouvaille a permis d'obtenir un aperçu inédit des rituels de sépulture et de l'organisation sociale des Argariques. Les sépultures, dont la dimension et les objets découverts variaient, fournissaient des indications sur la hiérarchie sociale, un aspect qui susciterait ultérieurement des discussions concernant l'éventualité d'une société fortement inégalitaire. Suite au retour d'Henri à Anvers, Louis Siret persista à œuvrer dans la région en compagnie de son dévoué contremaître Pedro Flores. Ils ont conjointement étudié des lieux comme El Oficio, Fuente Alamo, Gatas, Ifre, La Bastida et Zapata, enrichissant ainsi le corpus de connaissances sur l'âge du bronze et le néolithique en Almeria et Murcie. Leurs trouvailles ont été dévoilées dans le livre de 1887. Les premiers âges du métal dans le sud-est de l'Espagne. Cet ouvrage a remporté le renommé prix Martorell et a été traduit en espagnol en 1890 sous l'appellation Las primeras edad del metal en el sud-est de España. Non seulement ce travail a enregistré les trouvailles de l'époque, mais il a aussi consolidé la notoriété des Siret en tant que précurseurs de l'archéologie ibérique. Suite au décès de Louis Siret en 1934, les études sur la société argarienne ont connu une phase de fragmentation et d'absence de cohérence. Dans les décennies ultérieures, les recherches se sont orientées vers l'analyse empirique et chronotypologique des découvertes. Cependant, les points de vue concernant la nature de la société argarienne divergeaient. Tandis que quelques chercheurs percevaient une certaine équité dans la distribution de la richesse, d'autres ont remarqué une inégalité manifeste qui se reflète dans la diversité et le volume des offrandes funéraires, mettant en lumière des disparités notables entre les sépultures de l'élite et celles du reste de la société. Le travail de Vicente Lull en 1983 a considérablement modifié le paysage de l'archéologie argarique, représentant un point de basculement majeur dans ce domaine d'études. Lull a minutieusement examiné l'ensemble des données diffusées jusqu'aux années 1970 et a mis en œuvre des techniques statistiques pour définir des classifications plus exactes des artefacts argariques. Il a suggéré une interprétation de la société argarique influencée par le marxisme, mettant en lumière sa structure de classe et accentuant les inégalités marquées ainsi que la centralisation du pouvoir entre les mains d'une élite restreinte. Cette démarche a permis d'explorer de nouveaux axes de recherche et a renforcé la perception des Argariques comme une société sophistiquée et structurée, consolidant l'héritage archéologique que Henri et Louis Siret ont entamé de découvrir. La zone de la culture argare a vu le jour dans une région plutôt restreinte, située entre les bassins de Vera et du Guadalentín. Toutefois, sur une période de 500 ans, cette communauté a connu une vaste expansion,
s'étendant jusqu'à approximativement 33 000 km/h à son sommet. Ce territoire étendu englobait des régions du sud de la Meseta et du Pays valencien jusqu'au Haut Guadalquivir, incluant également les zones côtières d'Almeria, de Murcie et de Grenade. L'extension territoriale témoignait de l'habileté organisationnelle et militaire des Argaricos, en plus de leur capacité à mettre en place un réseau de colonies stratégiques garantissant le contrôle économique et politique de la région. L'une des particularités les plus notables de la civilisation argarienne était sa résistance face aux influences extérieures. Malgré le maintien de liens avec d'autres cultures de la péninsule ibérique, les Argariques faisaient preuve d'un hermétisme notable face aux manifestations matérielles communes dans les régions adjacentes. Cette résistance à l'étranger, associée à une standardisation de leurs méthodes, indique un système de surveillance strict. La céramique, les outils et les rituels funéraires présentent une homogénéité remarquable à travers le territoire argarique, suggérant que l'élite au pouvoir exerçait un contrôle rigoureux sur la production et la diffusion culturelle. En dépit de cet isolement, l'empreinte argarienne a été ressentie dans d'autres communautés de la péninsule. Certaines pratiques sociales caractéristiques de la culture argare et des éléments artefactuels ont réussi à se propager et à être assimilés dans certaines zones alentours. Cela illustre que, malgré l'aspect insulaire de la société argarique, sous plusieurs aspects, elle exprimait aussi une puissance et un prestige que d'autres communautés pouvaient chercher à imiter. L'élargissement de ces composantes n'est pas attribué à un commerce ouvert, mais plutôt à la capacité de la culture argare à s'établir en tant que modèle d'organisation et de progrès. Sur le plan administratif, le territoire argarique n'était pas uniforme à l'intérieur. Il était fragmenté en entités politiques qui établissaient des obstacles à la communication entre les différentes régions. Cette fragmentation entraînait des disparités importantes entre les établissements, particulièrement en termes d'accès et de gestion des matières premières. Certaines communautés bénéficiaient d'un accès privilégié à des ressources spécifiques, leur procurant un avantage sur le plan économique et militaire. Cette inégalité d'accès aux ressources contribuait à préserver un équilibre de pouvoir géré par l'élite centrale, veillant à ce que la cohésion et l'autorité ne soient pas mises en péril par l'expansion territoriale. L'occupation du territoire était aussi marquée par l'établissement de colonies stratégiques sur des hauteurs, ce qui favorisait la défense et autorisait le contrôle des zones avoisinantes. La sélection de ces sites témoignait d'une connaissance approfondie du territoire et d'un objectif précis de sauvegarder les ressources tout en renforçant l'autorité. La configuration politique et la structuration territoriale de la culture argare témoignaient de leur habileté à administrer un empire local qui, bien qu'il soit de dimension modeste en comparaison avec d'autres civilisations de l'époque, démontrait une commande stricte et une organisation complexe. El origen de la cultura argar se encuentra en una transformación que marcó el fin de las sociedades calcolíticas y el comienzo de una nueva era. Alrededor del 2200 a.C. comenzaron a surgir cambios notables en la región, impulsados por migraciones procedentes del norte y contactos con civilizaciones como la del vaso campaniforme y el Mediterráneo oriental. Estos grupos trajeron consigo innovaciones en la metalurgia, prácticas agrícolas y estructuras sociales más complejas que los argáricos adaptaron y desarrollaron con ingenio. La transición de estas influencias no fue simplemente una asimilación pasiva. Los argáricos transformaron estas prácticas y recursos en un sistema propio y distintivo. Las aldeas abiertas y dispersas de la era calcolítica dieron paso a asentamientos fortificados en colinas que no solo ofrecían protección contra invasores, sino que también simbolizaban un cambio hacia un control centralizado del poder. Estos lugares estratégicos, rodeados de murallas y torres, reflejaban un ambiente de tensión constante, donde la supervivencia dependía de la fuerza y la vigilancia. Estos asentamientos no eran meras aldeas, eran centros de poder político y económico. Lugares como El Argar,
que da nombre a la cultura, y otros, como la Bastida, se destacaban por su tamaño y sus estructuras avanzadas. Las evidencias sugieren que las relaciones comerciales y de intercambio con otras culturas del Mediterráneo, como el comercio de ámbar y marfil, enriquecieron aún más la sofisticación de la sociedad argárica, permitiéndole un alcance que trascendía sus fronteras inmediatas. Este desarrollo llevó a una sociedad con una jerarquía claramente definida, donde los líderes ejercían un control férreo sobre recursos y población. Se trataba de un sistema en el que las élites podían movilizar a grandes grupos de trabajadores para construir fortificaciones y mantener los centros de poder. Las técnicas traídas por los migrantes y adaptadas por los argáricos fueron fundamentales para consolidar un sistema político que perduró por más de 600 años. Le mode de vie des Argariques était rythmé par une routine rigoureuse et orchestrée, conçue pour appuyer une élite influente. L'agriculture constituait le fondement de l'économie, et l'orge s'est imposée comme la culture prépondérante du fait de sa résistance à la sécheresse et de son rôle en tant que source principale de nourriture. Du lever au coucher du soleil, les ouvriers travaillaient la terre, cueillaient et transformèrent les céréales, pendant que d'autres se consacraient à la fabrication d'instruments et de poteries indispensables pour la collectivité. Les institutions n'étaient pas uniquement des lieux d'habitation, elles servaient également de centres de production et de distribution gérés par les élites. La structure sociale était rigide. Les dirigeants et leurs familles occupaient les plus hautes positions, vêtus d'habits et d'ornements qui signalaient leur statut et leur autorité. Les nobles arboraient des habits ornés de bronze et de bijoux, créant un contraste marqué avec la simplicité vestimentaire des paysans et des artisans. Cette distinction visuelle consolidait le système de caste tout en rendant la division sociale manifestement observable. Dans les ateliers, les artisans fabriquaient des céramiques et des outils qui, malgré leur standardisation, étaient essentiels à la vie de tous les jours. La cohérence de ces articles témoignait d'un contrôle rigoureux exercé par les responsables, garantissant que tous les objets utilisés par la communauté respectent les standards préétablis. Ces coutumes illustraient aussi la rigueur exigée dans chaque facette de l'existence argarienne, du labeur à la célébration des festivités. Le travail de communauté était essentiel pour préserver la structure hiérarchique sociale. Les hêtes, réserves alimentaires, entreposées dans d'importants conteneurs et dépôts fortifiés, étaient sous le contrôle de l'élite. Non seulement cela assurait leur survie en période de crise, mais cela offrait aussi aux dirigeants la possibilité de gérer les ressources comme bon leur semblait, renforçant ainsi leur pouvoir et leur domination sur la clase ouvrière. Las prácticas funerarias de la cultura argar revelan mucho sobre sus creencias espirituales y su compleja estructura social. Enterrar a los muertos bajo los edificios de los asentamientos no solo simbolizaba una conexión entre los vivos y los muertos, sino que también mostraba el control y la cohesión de la comunidad. Las sepulturas eran de diferentes tipos: fosas sencillas, cistas de piedra y grandes urnas de cerámica. Estos entierros incluían objetos que indicaban el estatus social, la edad y el género del difunto, ofreciendo pistas valiosas sobre la jerarquía de la sociedad. Los entierros de la élite eran particularmente impresionantes. Los hombres eran acompañados por armas de cobre y bronce, mientras que las mujeres de alto rango portaban adornos de oro y plata, y en casos especiales, diademas de plata que destacaban su posición privilegiada. Estos objetos no solo servían como muestra de poder y riqueza, sino que también podían tener un significado ritual, quizás protegiendo al difunto en su viaje al más allá o reafirmando su estatus en la vida después de la muerte. La uniformidad de los rituales y los objetos funerarios sugiere que las élites imponían un control estricto sobre las prácticas espirituales, utilizándolas como una herramienta para fortalecer la cohesión social. Estas ceremonias y la estandarización de las ofrendas indicaban un nivel de organización y disciplina que se extendía más allá de lo material, permeando las creencias y rituales de la comunidad.
Se especula que los rituales de la cultura Argar incluían ceremonias comunitarias, aunque las evidencias sobre espacios de culto específicos son limitadas. Sin embargo, los objetos hallados, como las copas altas de cerámica, sugieren la realización de banquetes y rituales de bebida que fortalecían los lazos entre los líderes y sus seguidores. Estas ceremonias habrían sido momentos clave para reafirmar alianzas, jurar lealtad y consolidar pactos entre los distintos sectores de la élite. Los elementos espirituales y los símbolos del poder, reflejados en los entierros, ayudaban a perpetuar la estructura de la sociedad. Cada tumba y cada objeto contaba una historia de dominio, poder y la delicada balanza entre lo sagrado y lo mundano. Así, la muerte, lejos de ser el fin, se convertía en una afirmación del orden que mantenía unida a la cultura Argar. El desarrollo de la cultura Argar no estuvo exento de desafíos significativos, especialmente en términos de sostenibilidad ambiental. La economía agrícola de la sociedad dependía en gran medida del cultivo de cebada, una planta bien adaptada a las condiciones de baja fertilidad y escasas lluvias de la región. Sin embargo, esta dependencia excesiva trajo consecuencias a largo plazo. La práctica de la monocultura, aunque inicialmente efectiva para alimentar a la población y mantener el poder de la élite, fue agotando progresivamente la fertilidad del suelo. La degradación de la tierra fue un proceso lento pero implacable. Los argáricos compensaban los rendimientos decrecientes mediante la expansión de los campos de cultivo y el uso intensivo del trabajo de la clase trabajadora y, probablemente, de esclavos. Esta estrategia de expansión y explotación del territorio, sin embargo, no era sostenible indefinidamente. La falta de rotación de cultivos y la ausencia de sistemas naturales de riego, como los que ofrecían ríos en otras regiones como Egipto o Mesopotamia, exacerbó la situación y puso a prueba la resiliencia de la sociedad. Ante estos desafíos, la cultura Argar intentó innovar en sus prácticas agrícolas. Se han encontrado indicios de que utilizaron sistemas de almacenamiento de agua y técnicas rudimentarias de riego, lo que les permitió prolongar su subsistencia en un entorno cada vez más árido. Sin embargo, estas soluciones solo retrasaron lo inevitable: una disminución en la producción de alimentos que finalmente debilitó la estructura de poder centralizada. El control de los recursos se volvió cada vez más difícil y las tensiones internas aumentaron a medida que la supervivencia se tornaba más incierta. El impacto ambiental no solo afectó la producción de alimentos, también contribuyó al agotamiento de otros recursos vitales. La tala de árboles para la construcción y el combustible aceleró la deforestación, agravando la erosión del suelo y reduciendo aún más la capacidad de la tierra para regenerarse. En este contexto, los líderes argáricos enfrentaron la tarea titánica de mantener el orden y la autoridad en un mundo donde los recursos menguaban rápidamente. La presión ambiental y la inestabilidad resultante pudieron haber sido el catalizador de conflictos internos y luchas de poder. Los estudiosos sugieren que estas condiciones de escasez contribuyeron al surgimiento de revueltas de las clases más bajas, que veían pocas esperanzas de mejorar sus condiciones. Así, el manejo insostenible de los recursos naturales sembró las semillas de la decadencia de la cultura Argar, marcando el inicio de un declive que resultaría irreversible. La vie au sein de la culture Argar se caractérisait par une constante ambiance de tension et d'angoisse. Les imposantes murailles et les tours de guet qui ceinturaient leurs installations témoignaient sans conteste que la guerre était un élément central de leur vie. Érigés en blocs de pierre et consolidés par du mortier d'argile, ces murs servaient non seulement à sauvegarder les ressources de l'élite, mais aussi à illustrer la puissance et la capacité à rassembler une main-d'œuvre conséquente pour leur édification et leur maintenance. Les armes employées par les argarques témoignaient d'un progrès dans la technologie militaire. Les hallebardes en cuivre et les épées en bronze, des armes spécialement conçues pour le combat à courte distance, étaient fréquemment retrouvées dans les tombes des individus de la haute société. Ces armes n'étaient pas uniquement utilisées pour défendre le territoire, elles symbolisaient également le statut et la puissance.
Des études contemporaines sur ces armes ont révélé que nombre d'entre elles portaient les marques de l'usage, attestant qu'elles n'étaient pas seulement des objets décoratifs cérémoniels, mais des instruments effectivement employés dans de réelles confrontations. On peut reconstituer des histoires d'éventuels conflits à partir de données archéologiques et d'analogies avec d'autres civilisations de la même époque. Les accès restreints des installations, sécurisés par d'imposantes portes en bois, étaient prévus pour diriger les assaillants et fournir un avantage aux défenseurs. Les soldats argariques étaient en mesure de tenir l'offensive contre les adversaires à l'aide de hallebardes et de lances grâce à la position stratégique des tours. Ces stratégies témoignent d'une maîtrise avancée de la guerre et d'une préparation ininterrompue pour répondre aux invasions. Il se pourrait que les conflits et les combats pour l'autorité n'aient pas uniquement eu lieu entre les Argaricaux et d'autres entités étrangères, mais également entre diverses institutions au sein de la société. Les conflits pour la domination des ressources et la suprématie politique pourraient avoir provoqué des luttes qui ont davantage sapé la stabilité intérieure. Dans un univers où la violence servait d'instrument de contrôle, les chefs argariques se voyaient dans l'obligation d'afficher leur puissance pour préserver leur statut et empêcher l'effondrement de leur pouvoir. Dans la société argarienne, les valeurs du courage et de l'héroïsme dans le combat étaient également célébrées. Malgré la perte au fil du temps des détails précis des affrontements, les trouvailles de dépouilles humaines présentant des blessures fatales et les récits d'inhumations conjointes où des couples d'élite étaient enterrés côte à côte laissent présager un environnement de dévouement et de fidélité. Ces aspects créent une représentation d'une société où la guerre et la défense étaient simultanément indispensables et une obligation sacrée pour maintenir l'ordre. La culture argarique était un exemple de comment la technologie et l'innovation pouvaient servir d'instruments de domination et d'autorité. L'un des plus grands triomphes technologiques des Argarques a été leur progrès dans le domaine de la métallurgie. Le cuivre, suivi du bronze, n'était pas uniquement employé dans la confection d'armes. Ils étaient également utilisés pour réaliser des outils quotidiens tels que des haches et des ciseaux qui rendaient le travail plus aisé et augmentaient la productivité. Cette expertise en métallurgie a non seulement boosté l'économie de proximité, mais aussi rehaussé le statut de l'élite qui supervisait sa fabrication et sa diffusion. Les structures des Argariques étaient aussi impressionnantes. Les structures fortifiées possédaient des murs en pierre atteignant jusqu'à 20 pieds de haut, agrémentés de tours érigées de manière stratégique pour protéger le périmètre. Ces dispositifs défensifs, absents dans d'autres cultures européennes de l'époque, témoignent d'un haut degré d'ingénierie et d'une maîtrise poussée des méthodes de construction. En outre, au sein des institutions, d'importants réservoirs ont été érigés pour la conservation de l'eau, ayant la capacité de contenir des centaines de milliers de litres, garantissant ainsi un approvisionnement durant les phases de sécheresse. Outre la défense, les avancées technologiques se déployaient dans la vie de tous les jours. L'utilisation d'outils en bronze a favorisé une agriculture plus performante, augmentant ainsi la productivité des récoltes et simplifiant l'édification des infrastructures. Ces progrès ont été exploités par l'élite non pas seulement pour conserver leur emprise, mais aussi pour créer une dépendance chez les travailleurs qui nécessitaient l'accès à ces outils pour effectuer leur mission. Sous la direction des dirigeants, ce cycle de contrôle et de productivité assurait le maintien de la cohésion au sein de l'entreprise. L'emploi de la technologie comme outil de contrôle se manifestait aussi dans la standardisation des objets fabriqués. Par exemple, la céramique a connu une normalisation au fil des 600 ans de la culture argare, affichant une uniformité dans les techniques artisanales qui ne pouvaient être réalisées qu'avec un contrôle centralisé. La production uniforme de coupes rituelles, de grands contenants et d'autres objets indique un contrôle minutieux des pratiques artisanales. Les avancées technologiques et les innovations de la culture argare ne témoignaient pas uniquement de
leur ingéniosité, mais également de la manière dont une élite pouvait conserver son autorité en développant et gérant ses ressources. Cette fusion d'amélioration en métallurgie, en construction et en organisation était essentielle à la stabilité de la communauté, jusqu'à ce que les tensions environnementales et les conflits internes commencent à miner leur emprise. Le rôle des femmes dans la culture argare a donné lieu à des discussions détaillées, et les trouvailles archéologiques ont mis en lumière une image nuancée et fréquemment contradictoire. Les sépultures des femmes de la haute société, ornées d'ornements en or et en argent, et dans certains cas de diadèmes en argent, indiquent un degré significatif de respect et de statut. Ces tombes étaient également opulentes, voire plus que celles des hommes, amenant certains chercheurs à supposer que les femmes ont pu avoir occupé des rôles importants de direction ou d'influence dans la société. Toutefois, les preuves génétiques et les études des systèmes de parenté présentent une image différente. Les analyses génétiques effectuées sur des lieux tels que la Almoloya révèlent que le leadership dans la culture argare se transmettait par la filiation paternelle, suggérant une organisation patriarcale où l'autorité formelle était détenue par les hommes. Bien que leur présence dans les tombes témoigne de leur importance, il est probable que les femmes occupaient un rôle moins central dans l'administration officielle. Toutefois, elles avaient la capacité d'influer par le biais d'alliances de mariage et de gestion des ressources familiales. Il semble que dans la culture argare, le prestige féminin ait été associé à leur faculté de resserrer les relations entre les communautés et de consolider les réseaux sociaux par le biais du mariage. Les femmes de la haute société jouaient un rôle crucial dans les manœuvres politiques, étant envoyées dans d'autres établissements pour conclure des alliances et consolider les liens. Le partage de femmes entre les différentes communautés favorisait l'unité et contribuait à l'élargissement de l'influence des familles nobles au sein de la région. Un autre élément crucial est l'âge à partir duquel les femmes étaient aperçues comme des adultes. Des éléments indiquent que les filles ont reçu des objets funéraires à un âge antérieur à celui des garçons, ce qui pourrait indiquer qu'elles étaient perçues comme adultes plus tôt, aptes à assumer leur place dans l'organisation sociale, notamment en matière de mariage et de procréation. Bien que cela dénote un système patriarcal, cela démontre comment les femmes étaient intégrées et appréciées dans la structure sociale dès leur plus jeune âge. Bien que la structure patriarcale soit dominante, le fait de voir des femmes offrir des dons substantiels et porter des objets symboliques tels que des couronnes d'argent indique que l'influence féminine dépassait le cadre domestique. Il se pourrait que certaines femmes aient exercé une forme de pouvoir discret, capable de façonner la société en arrière-scène, en orchestrant les alliances et les décisions qui assuraient la pérennité et l'équilibre de leur lignée. L'un des mystères les plus intrigants de l'histoire de l'âge du bronze en Espagne est la chute de la culture d'Argare. Vers 1550 avant J.C., le système argarique a commencé à se désintégrer après plus de 600 ans de domination et d'évolution. Plusieurs éléments ont entraîné cette diminution, y compris l'appauvrissement des ressources naturelles et la détérioration des terres causée par la culture intensive de l'orge. La pratique de la monoculture avait appauvri le sol et diminué la capacité de la population à se nourrir, ce qui a entraîné une pression insupportable sur l'économie et le système social. L'instabilité écologique a conduit à une crise de l'alimentation, qui a sans doute intensifié les frictions entre les diverses strates sociales. L'autorité des élites, qui reposait sur un contrôle centralisé des ressources, et la fidélité de la classe ouvrière, a vu sa capacité à maintenir l'ordre se dégrader progressivement. Cette dérive a créé un terrain propice à d'éventuels soulèvements internes, où les ouvriers et les agriculteurs, épuisés par des conditions précaires et un manque de nourriture, auraient pu contester le pouvoir en place. Même si aucune épreuve n'indique une invasion extérieure qui aurait mis un terme à la culture argare, quelques sites présentent des traces de destruction violente, indiquant que leur disparition pourrait être le résultat de conflits internes.
L'effondrement pourrait avoir été accéléré par des conflits entre les établissements voisins pour des ressources de plus en plus précieuses ou par des révoltes orchestrées par des groupes insatisfaits au sein de l'élite. La structure complexe de la société argarienne est devenue intenable, dépourvue d'un système politique unifié et de ressources suffisantes. La chute de la culture argarienne n'a pas été instantanée. C'était un processus qui s'est déployé sur des décennies. Les premiers à être délaissés furent les plus petits établissements, pendant que des cités fortifiées de grande envergure comme la Bastida ont commencé à voir leur emprise sur de vastes territoires diminuer. Face à une pénurie de ressources et à la désintégration de l'administration centrale, la population s'est répartie vers des régions plus productives ou a restructuré son existence en communautés plus petites et moins structurées hiérarchiquement. L'impact de la culture argare n'a pas totalement disparu avec son extinction. Malgré l'effondrement de la structure étatique et des méthodes centralisées, quelques aspects de la culture ont perduré et ont marqué de leur empreinte les sociétés qui ont vu le jour par la suite. Les méthodes sophistiquées de métallurgie, les tactiques de défense et les mécanismes de conservation des ressources ont marqué l'impact sur les collectivités de cette région à travers les générations. L'influence la plus pérenne de la culture argare est observable à travers l'adaptation de ses pratiques et technologies par d'autres civilisations ibériques. Le savoir-faire nécessaire pour ériger des forteresses et orchestrer une production agricole à grande échelle a été transmis de génération en génération, influençant ainsi la façon dont les sociétés futures ont géré les défis environnementaux et sécuritaires. Les relations commerciales nouées durant l'apogée de la culture argare ont aussi joué un rôle dans le maintien d'un échange constant d'idées et de biens à travers la Méditerranée. Toutefois, tous les aspects qui ont caractérisé la culture argare ne se sont pas perpétués. Leurs structures hiérarchiques rigoureuses, caractérisées par des sépultures somptueusement décorées et une maîtrise totale des ressources, ont laissé place à des systèmes plus égalitaires. Après leur effondrement, les communautés qui ont vu le jour ont adopté des modes de vie plus modestes et autonomes. Cela a favorisé une diversité culturelle accrue et une capacité d'adaptation améliorée à divers environnements. Le patrimoine de la culture argare est aussi perceptible dans les mythes et les histoires de pouvoir présents sur la péninsule ibérique. Le concept d'une élite gouvernant depuis des citadelles et exerçant un contrôle sur la population pourrait avoir été hérité comme un reflet de l'histoire d'Argare, stimulant les mythes de rois et de guerriers au fil des siècles. La complexité de son architecture politique et économique sert d'écho à l'idée que la structuration et le contrôle centralisé peuvent propulser une civilisation vers de grandes réussites, tout comme vers une dégringolade soudaine lorsque les ressources et la cohésion commencent à faiblir. Finalement, l'examen contemporain de la culture argare, facilité par des trouvailles en archéologie et des études ADN, a mis en lumière la sophistication d'une société qui, bien qu'extincte dans le temps, a marqué de façon indélébile l'histoire de cette région. Les enseignements tirés de son ascension et de sa chute demeure significatif pour saisir la façon dont les civilisations font face aux enjeux de durabilité, de leadership et de changement environnemental. Bien que la culture argare ait disparu, elle demeure un miroir de l'ingéniosité et des contradictions inhérentes aux sociétés humaines dans leur course au pouvoir et à la survie.